Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Donc moi je m'appelle Loïc Banco, je suis extien depuis, bientôt un an. Ouais, j'ai le 1er contact à peu près un an. Je suis arrivé en février, de l'année dernière. J'ai rejoint assez rapidement la communauté métier avec Léa, pour partager et faire, je participais à beaucoup de meet-up et là, je présente mon premier meet-up donc j'espère que ça va bien se passer. Et que ça va être intéressant pour tout le monde. Donc, moi ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est Snowflake. C'est une technologie avec laquelle je travaille depuis, avant d'arriver à Extia, depuis un peu plus de 2 ans, qui est, si on peut le présenter, hop, on va passer par le sommaire. Donc je vais vous présenter déjà qu'est-ce que Snowflake? Donc on va commencer par là. Quelques dates clés, son architecture et après la navigation pratique, ça va être, naviguer dans l'interface Snowflake pour, voir, comment la prendre en main, qu'est-ce qu'elle nous offre, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire et pourquoi ça marche, assez bien pour eux, en ce moment. Donc qu'est-ce que Snowflake? Pour moi, il y a 2 concepts qui sont vraiment à la base de Snowflake. C'est le fait que ça soit une application qui soit en SaaS. Donc ça, c'est Software as a Service. Donc ça veut dire que, qu'il y a rien à installer. Vous pouvez, demain, mettre Snowflake dans une entreprise, le donner à, des techs, le donner à des marketing, le donner à des sales, de n'importe quelle, personne de l'entreprise. Il y aura pas d'installation particulière à faire. Tout se passe à travers, l'interface web. Hem et du coup, c'est quelque chose qui facilite son utilisation pour vraiment l'ensemble des équipes, hem, pour l'ensemble des équipes, du coup. C'est aussi une cloud native, ça c'est une force et aussi à mon avis, ça peut être un défaut pour certaines entreprises. C'est-à-dire que, le fait que ça soit cloud native, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement via les cloud providers, les cloud providers qui sont partenaires après. Hem, mais aujourd'hui, le moteur Snowflake et je pense que c'est absolument pas prévu d'être fait comme ça, le moteur Snowflake ne peut pas être utilisé en local. C'est forcément quelque chose qu'on a, on peut faire des lignes de commande pour, des commandes, SQL ou, passer via l'interface, mais tout se fait à travers internet et c'est pas possible de le faire tourner sur son ordinateur. Donc pour certaines organisations qui ont, justement des choses qui sont hébergées, alors je sais que normalement ils permettent d'avoir de l'hébergement local, mais le moteur tournera quand même, sur Snowflake. Donc si j'avance à la diapo suivante. Donc voilà, Snowflake en quelques dates, ça a été fondé en 2012 par 2 Français, donc j'ai noté les noms, qui s'appellent Benoît Dargeville et Thierry, Cuannès. C'est je sais plus où ils sont, aux États-Unis, mais là, ça a été c'est 2 anciennes personnes qui travaillent chez Oracle, qui est aussi un géant du SQL. Hem et ils ont été, les 2 fondateurs, ils sont vraiment concentrés sur la construction du produit parce qu'ils n'ont pas été, directeurs de l'entreprise. Donc a priori, les 2 premières années de ce que j'ai vu, on n'a pas forcément beaucoup parlé d'eux. Ils avaient, au bout de 2 ans, 80 clients. Comme ils disent, c'était cloud native, donc ils avaient comme provider, uniquement, AWS dans un premier temps et après ils ont fait en sorte de pouvoir, s'ouvrir aux autres, gros cloud providers. Pour l'instant, ils sont présents uniquement avec ces 3 gros cloud providers, donc AWS qui a été là en premier, qui est aussi le premier cloud provider qui a été créé. Azure, en 2018 et GCP ensuite. 2018, je pense que c'est une année où il y a eu, qui a été assez charnière pour eux, de ce que j'avais vu. Il y a eu beaucoup d'articles dans des magazines comme Challenge, journal Les Échos, sur les levées de fonds qu'ils ont pu faire dans ces années-là, qui étaient j'ai vu des chiffres à 450 millions de dollars. Hem, preuve que, c'était vraiment quelque chose qui était,
qui avaient le vent en poupe et qui étaient, dans lesquels les gens croyaient. Et en 2020, du coup, il y a leur introduction en bourse, donc qui est encore une beau preuve que beaucoup de gens croient en Snowflake et dans son développement. Et on arrive en 2024, ils peuvent, se vanter d'avoir plus de 10 000, organisations qui utilisent Snowflake à travers le monde entier, avec des grandes entreprises comme Siemens, Pizza Hut, plusieurs entreprises de banque, Betclic, chez qui, je travaille actuellement et j'utilise, Snowflake. Donc c'est une présence Snowflake aujourd'hui qui est quasi, mondiale, à ceci près en fait comme ils sont cloud, encore une fois, ils sont cloud native, ils sont dépendants aussi, de là où se déploient les cloud providers. Donc on peut être très présent, comme toujours dans les zones, où il y a beaucoup de commerce et de centres de décision, donc en Amérique du Nord, beaucoup en Europe, mais aussi avec des présences, du coup, du côté de Séoul, en Corée du Sud, au Japon, en Australie, et ils ont ouvert, assez récemment aussi, au Brésil. Si on reprend rapidement l'architecture Snowflake, c'est quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant et qui va être, très important à comprendre quand on va le prendre en main. Donc il y a 3 couches qui présentent, donc la couche de service, ça va être, l'interface qu'on va avoir utilisateur, l'interface web, à travers laquelle on pourra, tout manager, que ça soit la sécurité, que ce soit les comptes, que ce soit les rôles, que ce soit les users, les warehouses, on en parlera tout à l'heure, gérer la sécurité, les d'autres différents droits qu'on peut avoir. Ça va être l'interface web qui va à travers laquelle, pardon, je vais parler un peu moins vite, à travers laquelle on va venir gérer ça. En dessous, on va avoir une couche qui va être, la couche de processing. Donc Snowflake, met à disposition à travers les différents cloud providers avec lesquels ils travaillent, ce qu'on appelle des warehouses virtuelles. Donc c'est des unités de calcul qui vont être déployées, à la demande, et c'est à travers cette couche et à travers cette couche uniquement qu'on va venir pouvoir accéder à nos données. Donc les données, ça va être toutes les tables qui seront stockées dans Snowflake. Pour avoir, alors j'ai pas forcément fait de points vraiment là-dessus, mais Snowflake propose en fait, soit d'héberger soi-même, soit d'héberger directement les données dans Snowflake à travers du stockage qui est propre à Snowflake, et quand du coup toute cette partie-là, on ne pourra pas y accéder directement, ça sera encrypté, ça sera absolument pas visible depuis l'utilisateur, mais ce sera requêtable, via les warehouses à travers l'interface web. Ce que j'ai mis après. Ouais. Du coup, là, je vais parler en fait, une question qu'on peut se poser, c'est comment, Snowflake, se rémunère? Snowflake se rémunère à travers, des coûts de stockage. A priori, c'est pas là où il gagne, enfin, il facture au client, mais c'est pas là à travers ça qu'il gagne de l'argent beaucoup. Parce qu'en fait, les coûts de stockage, c'est en fait, ils refacturent, ce que les, cloud providers leur facturent en termes de stockage. Donc c'est transparent et ça leur rapporte pas grand-chose. Là où Snowflake, va gagner de l'argent, c'est au niveau des temps de compute. Donc Snowflake, on va vraiment payer sur, le temps d'utilisation des warehouses. Donc là, on a une idée des différentes tailles. En fait, ils mettent à disposition différentes tailles de warehouse à chaque fois, donc du plus petit qui va être le XS, jusqu'au plus gros qui va être le 6XL, qui est pas disponible partout et qu'il faut vraiment avoir des gros, énormes, vraiment énormes volumes. Je pense qu'on parle sur des pétaoctets, en termes de volume de données. Hem, Toc toc toc, et du coup, oui, donc un crédit, ça va être le système monétaire de Snowflake. On va venir acheter un crédit, ça va être avec un XX, pardon, va être dépensé en 1 heure, et donc à chaque fois, on va venir doubler, le prix
mais aussi doubler la puissance de calcul, pour arriver jusqu'aux, 6 crédits pour des grosses machines. Non, pour les 6 Excel pardon et 512 crédits par heure. À savoir que, au niveau de la tarification, Snowflake ne facture pas forcément à l'heure. C'est les 6 crédits par heure, c'est quand on l'utilise vraiment 1 heure. Snowflake tarife à la seconde, avec la première, un petit détail, c'est la première minute qui est indivisible. Donc la première minute, on va forcément la payer, mais après c'est vraiment tarifé à la seconde. Donc si on a besoin d'un gros calcul, en fait, après quand on va venir, faire de l'optimisation de requêtes, il y aura un équilibre à trouver qui est vraiment en termes enfin, qui est à faire en termes d'exploration de voir comment ça coûte. Parce que plus on va augmenter la puissance, plus la raquette va être rapide, dans l'idée, mais plus on va augmenter les coûts. Donc il y a vraiment une recherche d'optimisation à avoir entre, ne pas dépenser trop de crédit puisque c'est de l'argent et avoir des requêtes qui se résolvent dans un délai raisonnable. Si on regarde, rapidement, pour avoir une idée, hop, c'est comme ça que ça marche, OK. Le pricing de Snowflake, ça va dépendre, du cloud provider qu'on va choisir. Donc là, j'étais sur AWS, on peut aller sur Azure et en fonction aussi de la localisation. Donc au Japon, visiblement, c'est un peu plus cher. Si je veux au Royaume-Uni, ça l'est un peu moins et après ils ont plusieurs, types de pricing. Entre la version standard qui est une version d'essai qu'on peut utiliser pendant 30 jours, c'est celle que j'ai pris pour faire la démo et après, en fonction, ça va être le support qui va être derrière et les possibilités qu'on va avoir derrière pour, faire avoir ce qu'on appelle, soit des ressources, soit du service client, mais aussi des fonctionnalités qui vont être différentes, accessibles en fonction du type d'abonnement qu'on va prendre. Hop, si on retourne par ici. Bien sûr, ici, ça ne marche pas. Ah, de l'autre côté. Alors, si on repart sur donc c'était la présentation générale, si on part sur l'interface Snowflake, cette interface Snowflake, ça va se présenter de cette manière-là. On va avoir, tout un tas d'onglets. J'avais prévu quoi ensuite? Hop, donc présenter les rôles de user. On va commencer par, le côté admin. Alors la création du compte, je l'ai faite avant, j'ai pas réussi à la resetup pour vous faire la création du compte. Mais à la création du compte, ce qu'on va faire, on va donner un mail qui va nous créer un compte d'admin et on va venir derrière, choisir, la plateforme, que ce soit AWS, Azure ou GCP pour, créer son compte. Hem, donc sur un élément important dans Snowflake, c'est la notion de rôle et de user. Donc la notion de rôle, en fait, ça va être un système d'héritage. Donc on va avoir un rôle, quasiment avec, énormément de droits qui est le rôle d'account admin et derrière on va venir, des rôles qui vont venir hériter de ces droits en fonction des grandes qui leur sont permis. On peut, du coup, via l'interface directement créer des rôles, assez facilement et voir, qu'est-ce qu'on leur fait hériter. Donc là, je peux lui mettre un rôle user admin et voilà, mon rôle est créé. Donc c'est a assez rapide. Et la notion de user, en fait, le user, ça va être attaché à une personne et cette personne, on va lui attribuer un certain nombre de rôles, qui peuvent être de manière assez précise, savoir, soit sur toute l'interface admin, ça peut être aussi beaucoup plus précis, ça peut aller jusqu'à la table. Il y a la notion de database, en dessous, on va avoir les schémas et en dessous, on peut avoir des tables ou des vues, ou autres et on peut vraiment avoir une granularité, assez fine de, quel droit à quel, on va l'attribuer un rôle particulier et après on pourra donner ce rôle à ce user.
Donc tout à l'heure, je parlais du fait que, de différentes tailles de warehouse. Donc c'est la façon dont, donc on va utiliser à chaque fois qu'on va faire en fait, on va interagir avec cette interface web, il y a un warehouse derrière qui va être compute. C'est pour ça que celui-ci est démarré, c'est parce que j'ai fait une requête de création de user, et il va venir, exécuter sa requête. Et de la même façon que je peux créer, un warehouse, un rôle pardon, je peux venir créer un warehouse, ici, qui va l'appeler démo. Hop, et venir, choisir, les différents, paramètres que je les différentes tailles que je peux avoir. Touc touc touc. Auto suspend, donc là, je vais avoir 2 paramètres. Auto résume, donc c'est le fait qu'il va résume any system, donc qui va s'éteindre tout seul quand il va venir, quand il va être, activé, quand il va être inactif, pardon. Et là, c'est le nombre de temps après, combien de minutes il va venir inactif. Ce qu'il faut savoir, c'est, on peut se dire, moi je mets le minimum de temps, pour pas qu'il me coûte. Seulement ça peut avoir un coût inverse, c'est-à-dire que Snowflake, à travers ses warehouses, tant qu'ils sont up, va garder un certain nombre de données qui seront, sauvegardées en cache, pour permettre aux requêtes de se réexécuter plus facilement. Donc mettre un temps ici trop petit, ça fait qu'on va peut-être recalculer des choses, énormes alors que si on l'avait gardé en cache, ça aurait été, disons calcul qui aurait pas été, qui aurait pas été facturé. Hop, et là je peux venir le créer, du coup ce auto suspense, c'est, comme ça comme le nom l'indique, en fait je le crée mais je l'allume pas tout de suite. Donc là normalement il va être créé et bien sûr il est allumé, donc je vais payer un L, c'est pas grave. Hop, et ici je peux venir le suspendre. Ce que permet Snowflake également ici, ça va être de venir surveiller tous ces usages. Donc là on peut voir, ma consommation, sur ce compte, combien j'ai dépensé en argent. Donc pour tout ce qui est, c'est un excellent outil de FinOps, de voir les coûts. Il me semble qu'il y a un délai de, peut-être 24 heures entre, le coût réel, c'est pas forcément du en direct où on a les coûts, et on va venir, voir, que la consommation des différents warehouses qui ont été allumés. Je sais pas s'il y a des questions? Non, j'ai pas l'impression. OK, on continue. Si je reviens sur la présentation, usage, OK. Monitoring, hop, je vais revenir sur l'interface. Donc le monitoring, ça va être très intéressant à regarder aussi, puisqu'on va venir voir en fait toutes les requêtes que j'ai ratées tout à l'heure et toutes les requêtes qui, sont jouées dans Snowflake. Donc tout à l'heure, j'ai, créé un rôle et en fait ma requête, elle est là et je peux revenir la voir. Si j'ai besoin, je peux la re-sauvegarder, je peux la rejouer si je veux l'identifier, je veux l'identifier autrement. Et je vais avoir aussi tout un nombre de statistiques que je peux venir, filtrer par rapport à quand j'ai plusieurs users, donc quelles ont été les requêtes faites par Snowflake. Donc ça, c'est les requêtes qui sont initialement créées pour créer les différents rôles. Je sais plus quoi, Léo. Bah, Léo, il a rien fait encore. Hop, et donc j'ai différentes informations sur le temps de la requête, sur, alors la partie bleue et la partie rouge, ça va être le temps de compilation, donc c'est le temps où, il ne va pas utiliser de warehouse, mais il va juste, optimiser la requête, et le temps d'exécution, donc ça, c'est le temps d'utilisation du warehouse. Si je clique dessus sur cette requête, par exemple, alors là, les requêtes sont relativement simples, mais je peux venir voir aussi. Ici, je vais voir, différents paramètres de ma requête. Donc on peut voir que j'avais un filtre, que j'ai scanné l'entièreté de mes données,
Et ici on pourra, alors ça se verra, je vais faire des requêtes plus grosses tout à l'heure, mais on voit aussi différentes statistiques sur les données pour chercher différentes optimisations qu'on peut venir faire sur les requêtes. De la même façon que, alors toutes ces, du coup, en fait, ça se voit à travers comment ça s'appelle? Le monitoring. Tout ce que je fais dans l'interface Snowflake, en fait, c'est des requêtes SQL que je peux jouer. Donc là, j'ai le choix quand je veux créer une database, soit de venir la créer ici avec son nom, il va me jouer il va me générer automatiquement le SQL, soit de le créer moi-même à la main. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ensuite. Donc on va se mettre sur la démo. Donc là, je suis dans ce qu'on appelle les worksheets. Les worksheets, c'est juste un endroit où je vais venir faire mes requêtes et les écrire à la main. Donc je peux venir choisir un rôle particulier. Si je me mets sur ce rôle, sur un rôle, je crois que j'avais créé le rôle viewer, voilà, qui n'a pas beaucoup de droits. Je vais voir très peu de tables. Donc ça, c'est les tables alors c'est peut-être une table qu'il a créée. Ça, c'est des tables que Snowflake met à disposition, c'est des tables de référence où je vais voir différentes données sur mes tables à l'intérieur. Je pourrais montrer ça tout à l'heure. Et cette partie-là, c'est des données de tests que Snowflake, pareil, met à disposition pour des samples de données. Hop. Donc je vais réutiliser mon rôle admin qui a beaucoup plus de droits. Donc là, j'utilise des petites commandes rapides pour utiliser ce rôle-là, et puis ce warehouse, mais je peux de la même façon venir le faire via l'interface web. Donc ici, utiliser ce rôle salut ou ce rôle viewer que j'ai utilisé tout à l'heure, venir choisir quel warehouse je vais utiliser se fait via l'interface ou via des commandes SQL. Oh, c'est petit. Une autre chose que je peux venir paramétrer, ça va être ici une base de données qui part de feu. Donc là, j'ai Snowflake et ici, non, ça c'est les requêtes de performance. Et ici, je peux utiliser un schéma. Si je reprends, là pour l'instant, j'ai Snowflake et j'ai pas de schéma. J'ai en termes de, j'ai pas fait de schéma là-dessus. En termes d'organisation, en fait, on va avoir tout en haut la base de données qui va être avoir un nom unique dans Snowflake. Et à l'intérieur, on va avoir différents schémas. Donc, ce schéma doit avoir un nom unique dans la base de données qui est au-dessus. Et à l'intérieur de ce schéma, je vais avoir mes différentes tables. L'architecture que j'ai rencontrée dans les différentes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'on va avoir une base de données qui va être par exemple la production, la dev ou la test, et à l'intérieur les différents schémas qui vont être par exemple les sources de données. Donc on peut avoir un schéma bronze où on va avoir différentes données qui vont être pas encore travaillées, et ensuite monter sur l'architecture médaillon, monter sur du silver où on va venir structurer notre donnée, et le gold où on va venir vraiment l'enrichir. Donc pour créer une table, il y a juste une simple commande où je vais venir créer ma base de données de prod, et hop là c'est créé. Et de la même façon, je peux toujours venir voir soit donc moi je voulais voir qui view profile. Ouais, donc là je peux voir le profil de ma requête. Bon, elle est toujours très très simple. Et à chaque fois, je la revois dans le monitoring, parce que c'est le monitoring où toutes les requêtes sont historisées. Hop, si je reviens sur ma démo. De la même façon, du coup, là, je vais venir utiliser cette nouvelle database, ce qui me permettra de, quand je vais faire mes requêtes, d'éviter d'avoir à écrire tout le path systématiquement.
Donc là, je vais lui créer hop, j'ai créé la database, je vais créer le schéma qui s'appelle badminton parce que j'adore le badminton. Et ensuite, bah, je vais l'utiliser et donc là, je vais venir voir ici que par défaut, je suis dans, démo dans ma database démo Extia prod et dans le schéma badminton. Ce que je peux revoir ici à travers une petite commande ici. Ce qu'on peut utiliser après, c'est, toujours pas de questions? Je vais être trop clair. Je vais essayer d'éviter un peu plus et de me tromper dans mes mots. Du coup, quand je vais venir créer une table, là, j'ai choisi de faire, ce qu'on appelle, une séquence, où je vais lui dire, en fait, de manière, incrémentale de venir, me créer, ça va me servir de créer pour me créer un ID qui va être juste là. Donc en créant cette séquence, je pourrais très bien, je vais lui dire de commencer à, je sais pas 70 et de faire des incréments de 2. Bah, là classiquement, on va faire juste une séquence qui augmente de 1 systématiquement et qui va venir créer mes données. Donc ici, comme je disais, je pourrais devoir avoir à écrire, des mots, hop, des mots Extia, badminton, mais vu que je l'ai déjà mis par défaut, ça fait exactement la même chose que d'écrire ça. Donc c'est tout l'intérêt de venir, bah, soit sélectionner ici, soit d'utiliser les use pour venir, se faciliter l'écriture. Et typiquement quand on change d'environnement et qu'on tape toujours, sur le même type de données, c'est intéressant à faire. Hem, Avant de continuer à créer la table, je vais quand même présenter un petit peu ce qu'on peut retrouver, heu, des petits trucs qu'on peut retrouver par ici. Donc ici, ça va être historique des 25 comme c'est marqué, des 25 dernières requêtes que j'ai fait. Et donc, à chaque fois, je vais pouvoir revenir, revoir les requêtes qui ont été faites et revoir les données qui ont été faites. Bon là, il y a pas beaucoup de données qui ont été écrites. Hop. Donc si je crée ma séquence, je sais plus si je l'avais fait, j'ai pas relu mes requêtes. Donc là, j'ai créé ma séquence, je vais créer ma table. Donc créer la table, donc ça va être pareil, hein, classiquement, je pense que sur Oracle, ça marche à peu près pareil. Creator replace, ici, je choisis le type de données. Hem, Par défaut, du coup, je vais lui dire que ça va être à chaque fois le nest intervalle, donc c'est ça qui va lui permettre de comprendre qu'à chaque fois, je vais incrémenter de 1 et il est par défaut comme ça, moi j'ai pas à gérer cette colonne. Ici, je peux gérer les types, à l'intérieur des varchars, c'est le nombre de caractères que je peux mettre. On est d'accord qu'ici, je pourrais un petit peu optimiser parce que, a priori, des noms de, 16 millions de caractères, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et je ferai différents types. Donc il propose des types comme, bah, les varchars classiquement, les dates. Le number ici, en fait, ça va lui dire ce 30 là, donc ça va être peut y avoir jusqu'à 30, 30, je me rappelle plus les noms. Là, c'est des décimales et puis là, c'est, j'ai oublié le mot. Si quelqu'un peut me dire dans le chat. Je dirais unité comme ça, mais je pense que c'est pas le mot. Dans les types qu'on peut créer aussi, on a le type array. Donc ça va être, un tableau qu'on va pouvoir utiliser et et stocker sous des données sous forme de colonnes. Variant, c'est un type qui va ressembler globalement à du JSON. Donc ça va nous permettre d'avoir une certaine élasticité dans la donnée qu'on va mettre. Par exemple, moi je sais que dans mon entreprise, ils utilisent une colonne variant pour descendre des tables, avec différents noms de colonnes. Comme ça, quand la table évolue, ils n'ont pas à se soucier du fait que la table évolue et ils poussent de la donnée comme ça directement, avec toutes les colonnes et c'est les gens qui veulent la lire qui viennent, bah, découper ce JSON, ce variant
pour lire la donnée. Ce insert par défaut, là la petite commande systet va nous permettre d'automatiquement marquer la date dans les données qu'on va ajouter. Donc là, je vais créer mes tables. Et je vais voir une petite description de ma table. Donc classiquement. Et donc là, je retrouve mes différentes tables avec les colonnes, est-ce que c'est nullable ou pas, et à chaque fois la valeur par défaut aussi lire de une. Ici, je vais venir juste simplement ajouter de la donnée. Je peux le faire de plusieurs façons, soit juste avec un insert into, je peux le faire insérer de la donnée à travers un select aussi. Donc ça, c'est une table que j'ai créée avant. Donc là, le insert into va me dire que j'ai bien inséré 2 données. Ici, à travers mon select, hop, je pense qu'il lui faut des parenthèses pour qu'ils comprennent. Non plus. Values. Ah, flûte. Je sais plus ce qui manque. Il aime pas le from. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je veux pas m'amuser à débugger ça tout de suite. Ici, je vais parler d'un objet qu'ils appellent le stream. Alors le stream, ça va permettre de se brancher sur une table, donc là en l'occurrence ma table player qui est juste là-haut, et de voir uniquement les données qui vont être mises à jour. Donc quand je crée mon stream de cette façon ici, je vais venir voir faire un show dessus. Donc voilà, je vois qu'il a été créé. Voilà, je viens de le créer là à l'instant. Pourquoi il n'est pas à la bonne heure? Start after, writer. Je vais créer. Alors je sais pas quoi là. Et du coup, est-ce que j'arrive à le lire? Ouais, donc là il va me dire que j'ai pas de données. Faut savoir que sur le stream, quand on le crée, il fait comme si c'est à ce moment-là qu'il commence à mettre un pointeur sur la table, et donc toutes les données qui ont été mises avant, il va pas venir les lire. Si je viens ici rajouter de la donnée et relancer mon stream, j'en ai toujours pas. Pourquoi j'en ai toujours pas? A priori, vu le temps d'exécution, je dirais que c'est peut-être qu'il a utilisé son cache et que du coup, dans le cache, il n'a pas revu de la donnée. Non plus. Je rajoute une nouvelle donnée. Non, ça c'est des chiffres. Ok, j'ai compris. Hop. Donc là, il m'a bien inséré 3 lignes. Il est bien mon stream qui a été créé là-haut. Un peu d'ennui. Et il veut pas me relire ma donnée. Donc, petit effet démo. Un peu d'ennui qu'il aime pas. Oui, ça arrive de temps en temps, Loïc, t'en fais pas. Ouais. C'est vrai que les démos, des fois, peuvent avoir des bugs alors que tout fonctionne en amont. Désolée pour ça, mais tu as une question dans le chat, Loïc, de Teddy, qui demande quelle différence entre une vue en stream. Ça permet de donner la vue à un moment T. Pour Donc moi, la c'est deux choses différence entre une différentes. vue et un stream. Ouais.
la vue, en fait, ça va te calculer tes données à une table. Ça va te permettre d'avoir de calculer à la volée tes données, de faire des calculs depuis une table. Un stream, ça va te donner normalement juste les changements de cette table. C'est-à-dire que, par exemple, ça se met sur des données sources sur lesquelles tu vas faire des happen, tu vas descendre tes données toutes les 10 minutes sur ta zone de stockage cloud. Et donc, toutes les 10 minutes, tu auras des nouvelles données. Plutôt que de dire, moi, je veux lire et par exemple, tes données vont être remontées dans ton Silver toutes les heures. Plutôt que de dire, moi, je veux juste la dernière heure de données, en fait, le stream te permet d'abstraire ça et de lire l'entièreté des données nouvelles qui ont été ajoutées. Ça, c'est le stream et donc la vue, c'est juste de la donnée calculée par rapport à ta table, mais il y a pas de notion d'évolution, dans ta donnée. Quand tu crées une vue, depuis une table, par exemple, là, j'en ai pas une, mais si je fais un create view ici qui va être basé, qui va s'appeler, view player. View player. Donc ici et je vais faire un select. Par exemple, ça peut très bien être un select, ça va être par exemple un subset de ma donnée. Je vais prendre toutes les colonnes et from player et where j'ai mis quoi comme colonne? First name est égal à LOIC. Hop. Bien sûr, il faut mettre des petits point virgule histoire de. Et donc là, j'ai créé ma vue et cette vue, j'aurai systématiquement la même donnée. Je pense que j'ai répondu à la question. Ouais, il a dit c'est intéressant pour voir des tendances sur la dernière heure, etc. Et cool, bien compris. Donc, merci beaucoup pour ton explication, Loïc. Ok. Et donc du coup, ça aussi à différencier le stream, la table et la vue les tables après peuvent être des tables temporaires. Donc là, ça va être des tables qui vont être gardées juste le long de la session. Donc ça revient sur le fait de comment dire, de lui mettre un temps de warehouse pas trop petit, parce que c'est des tables qui vont être gardées juste le temps le temps que le warehouse sera up. Et je vois qu'il reste pas forcément beaucoup de temps. Je voulais peut-être juste montrer une petite chose. Donc là, c'est une table temporaire. Alors, je sais pas du coup. Hop. Peut-être que j'irai. Hop. Donc là, en fait, j'ai créé une table temporaire à partir d'une vue de Snowflake qui est assez grosse, que je peux aller venir chercher aussi, parce qu'il y a plein de petits raccourcis. Donc ici, on va avoir plein de petites données. Là, je suis sur celle-là. Attends, je suis sur laquelle? TFS 100. Donc ici, je peux venir chercher les différentes tables qui existent dans ma base de données et avoir quelques informations sur les tables, donc le nombre de colonnes, la taille, le type. Et en dessous, je vais avoir les différents types qui sont dans ma table. Et je peux même avoir ici assez rapidement une idée des données qui sont dedans. Ah non, ça c'est l'ancienne table, pardon. Hop, si je viens ici, voilà. Et donc là, j'ai une idée des données qui sont dans cette donnée qui sont très très belles. Par ici. Donc, oui, et je voulais montrer une autre chose qui est assez sympathique, c'est que ça permet aussi de faire du dashboarding. Donc là, il est très très simple. Donc là, pour le moment, c'est une grosse table. 150 millions de lignes. Et ouais.
Ici, en fait, c'est des requêtes qu'on va utiliser, qu'on peut venir voir ici en dessous. Et à chaque fois, en fait, on va venir faire des requêtes qui vont être, qui vont permettre de faire la synthèse du tableau et de faire, d'avoir une idée rapide des données qu'on peut relancer ici. Et que celle-là, il va me relancer toutes les requêtes en même temps. Touc. Bon là, ces données, elles bougent pas parce que c'est des données de démo. Par contre, je pense qu'il y en a peut-être une qui va être intéressante à garder dans le monitoring. Peut-être être un peu plus longue que les autres. Voilà, celle-là dure 4 secondes, donc on aura peut-être un peu plus d'infos. Et du coup un carry prefile qui va être un peu plus, voilà. Donc là on voit quelque chose qui est un peu plus chargé avec différentes données. Donc là en fait là ça se lit du bas vers le haut. Donc ça c'est ma table source. Les différentes fils que j'ai ajoutées. Là c'est si on regarde la requête, il y avait une jointure dedans. Donc ça c'est l'autre table qui vient d'être jointée. Et il y a un aggregate qui vient de se faire. Et ce qu'on peut voir dans cette requête, c'est qu'elle est trop grosse par rapport à la taille de mon warehouse. Parce que, alors, remote, quoique non, c'est bon. Non, des fois on peut avoir une ligne qui a du SSD, en fait, qui est de l'écriture sur disque. Et donc qui nous montre que la requête elle est trop grosse. Mais on peut voir que du coup j'ai scanné l'entièreté de ma table. Puisque je scanne sur les 92 partitions. C'est la chose que j'ai pas apporté. Mais c'est la façon dont Snowflake stocke les données à l'intérieur sous forme de partitions. Mais ça sera pour peut-être une prochaine démo si ça vous a intéressé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas s'il y a des questions.